Mesdames et messieurs, L'association S'éveiller est fière de vous accueillir. pour sa 3e édition de son procès fictif. C'est avec joie et émotion que nous prenons la parole ce soir pour l'avènement du procès fictif du Joker. Cet ambitieux projet est l'aboutissement de 6 mois de dur labeur, 6 mois rythmés de stress, d'espoir, de déception, mais aboutissant finalement à un résultat dont nous sommes fiers. Vous vous en doutez, organiser un projet de cette ampleur en ces temps chamboulés n'est pas une mince affaire. Nous avons débuté ce projet en novembre 2020. Avec Yann, nous sommes naturellement devenus chefs de projet. Nous avons rapidement tissé un lien de confiance et nous n'avons jamais voulu abandonner ce projet qui nous tenait tant à cœur. Vivre dans le flou et dans l'impossibilité de prévoir le long terme n'est pas chose aisée pour un projet demandant une forte préparation au préalable. Après des mesures sanitaires restrictives, des renoncements et des adaptations, le projet est bel et bien là, preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher. Vous verrez donc ce soir des femmes et des hommes déterminés à maintenir la culture en vie, des étudiants qui ont su franchir chaque obstacle pour vous offrir un réel spectacle. Qu'il soit devant la caméra ou en coulisses, nous remercions chaque acteur de cette réussite. Nous remercions évidemment le bureau de l'association, Lise Marie, notre présidente, Tanguy, notre vice-président et notre joker, Amaëlys, notre secrétaire générale, Jeanne Mireille, notre trésorière et enfin Yann, notre responsable communication. Si vous êtes devant vos écrans ce soir, c'est sûrement grâce à lui, à ses campagnes de com et à ses montages. Nous aimerions également faire une mention spéciale à Margot, Théo et Thomas qui nous ont soutenus depuis le début et ont également donné corps et âme pour ce projet. Nous voulons également remercier chaleureusement l'équipe du MEM qui, depuis novembre 2020, ont été derrière nous, notamment Émilie, directrice déléguée avec qui j'ai été en contact depuis le début et qui a fait preuve d'une grande patience, donc un grand merci à elle. Merci également à Marie et Étienne, chargés de production, et Maël, directeur technique. Vous vous en doutez ? Notre procès n'aurait pas eu lieu sans nos intervenants. Le rapport a été essentiel. Merci donc à Maître Descanguezou et Maître Robin pour avoir répondu présent à l'appel aux volontaires du barreau. Nous remercions évidemment leurs binômes, Benjamin et Célia, 2 jeunes orateurs très talentueux. Merci enfin à nos partenaires qui ont su soutenir le projet malgré la crise. Merci à l'Université de Rennes 1, le Crous de Bretagne, l'Ordre des avocats de Rennes, la boutique La Vie en Rose à Dinard et MFL. Profitons de faire une petite parenthèse pour dédier ce procès à tous les étudiants. Nous vivons une période troublée. La solitude remet en question nos projets et notre avenir. Mais à l'image de ce procès, accrochons-nous. La réussite couronnera notre travail. La persévérance est bien rémunérée. Ne lâchez rien, le mérite est au bout du tunnel. Effectivement et bien malheureusement, nous ne pouvons pas vous accueillir ce soir. Cependant, nous aimerions vous remercier. Certains suivent notre travail depuis maintenant 3 ans. Sans vous, notre association ne serait que poussière. Vous êtes notre motivation. Malgré le contexte, nous avons souhaité vous donner un rôle prééminent. Comme vous le savez, en temps normal, un procès est composé d'un jury tiré au sort. Mais ce soir, vous faites tous partie du jury. Nous vous proposons de procéder aux délibérations par un vote. À l'issue des plaidoiries, vous disposerez de quelques minutes pour sceller le destin du Joker. Un sondage prévu à cet effet sera mis à votre disposition. Ce soir, le chapiteau du MEM vous accueille pour le procès fictif du Joker. Parmi les nombreux miroirs de ce lieu insolite et hors du temps, vous trouverez sans doute le reflet d'un homme qui, moqué et humilié, fut poussé à commettre des crimes bestiaux. Un clown dont les rires maladifs viendront finalement briser le silence de ce cirque délaissé de son public. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la cour. Mesdames et messieurs, l'audience criminelle est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur l'officier de police, faites entrer monsieur Arthur Fleck. Monsieur, veuillez décliner nom, prénom, âge, domicile et profession, s'il vous plaît. Arthur Fleck, 32 ans. On dit de moi que je suis drôle. Et j'habite à Gotham. Monsieur Fleck, je vous informe que vous pouvez faire des déclarations. Vous avez le droit de garder le silence. Que choisissez-vous?
J'aime beaucoup être sous la lumière des projecteurs. Vous savez, comme j'ai dit, j'aimerais être humoriste. Alors, j'ai un peu le trac quand il y a du public. Nous n'allons pas procéder au tirage au sort du jury. Il sera constitué par vous, l'ensemble du public. Vous déciderez du jugement du joker. En cette audience exceptionnelle, ni l'avocat de la défense, ni le ministère public ne peuvent récuser un juré. Mesdames, messieurs et membres du jury, vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Fleck. De ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Je vous rappelle que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. De vous décider d'après les charges et les moyens de défense sur votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui convient à un homme libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Chez vous, je vous invite à lever la main droite et dire « Je le jure ». Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je vous invite à être attentifs à l'exposé des faits qui pourrait être complété par les divers témoignages. Je vous invite également à prendre note et poser des questions lorsque vous en serez autorisés. Cependant, vous ne devez pas donner votre avis et vous ne serez pas autorisé à communiquer sur l'affaire. Voici les faits résultant de la décision de renvoi. Au cours de l'année 2018, dans la ville de Gotham City, Arthur Fleck est employé dans une agence de clowns et souhaite devenir humoriste. En marge de la société, il vit avec sa mère dans un appartement. Il est atteint d'un handicap qui lui provoque des fous rires incontrôlables. Après avoir été viré de son travail un soir, M. Fleck est témoin d'agression par 3 hommes dans le métro sur une femme. Ils sont retrouvés morts. La mort de ces hommes aisés suscite la ferveur des manifestants contestant l'hégémonie des riches puissants de la ville. M. Fleck se sent de plus en plus rejeté par la société, ce qui le mène à la folie. Quelques jours plus tard, la mère de M. Fleck, Penny Fleck, est retrouvée morte à l'hôpital après avoir été étouffée. Avant sa mort, ce dernier apprenait que sa mère souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble de personnalité narcissique. Elle est reconnue avoir mis en danger son propre enfant en le maltraitant. Suite à cela, alors qu'il se préparait pour participer à l'émission de Murray, ses 2 anciens collègues, Randall et Gary, rendent visite à M. Fleck. Randall est retrouvé sauvagement assassiné par arme blanche au domicile d'Arthur. Plus tard, dans sa loge, avant de participer à l'émission, M. Fleck demande d'être appelé le Joker. Arrivé sur scène, il est persuadé que Murray l'a invité uniquement pour se moquer de lui. C'est vrai. Murray est donc assassiné par balle sur un plateau en plein tournage. Suite à ces événements, M. Fleck est arrêté puis interné. La cour reproche à Arthur Fleck l'assassinat de Penny Fleck, de Randall et de Murray, les homicides volontaires des 3 hommes dans le métro, ainsi que l'incitation à la violence et la haine. M. Fleck, veuillez vous lever. M. Fleck, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Sinon, quelle est votre version? Vous vous sentez réellement malade? Il me dit ça depuis que je suis tout petit. Alors, qui c'est? Je pensais que la seule personne qui n'ait jamais cessé de croire en moi était ma mère. Depuis des années. Je la nourrissais, je la lavais. Je la lavais avec de l'eau chaude. Comme l'eau chaude qu'il y a dans le radiateur. C'est... C'est drôle, parce que quand j'étais petit, ma mère m'attachait à un radiateur. J'étais sage. Oh oui, j'étais sage. C'est maman qui l'a dit.
Et puis j'étais heureux aussi. Mais maman, elle se faisait battre. D'ailleurs, quand on m'a retrouvé, j'ai vu que maman aussi, elle était sage. Elle était à côté de moi. Elle bougeait plus. Mais maintenant, je sais maintenant qu'elle n'était pas ma mère. Je m'occupais d'elle, elle m'a utilisé. Comme elle, tout le monde joue un rôle avec moi. Ma vie n'est rien d'autre qu'une comédie. Tout ce qu'elle avait à la bouche, c'était Wayne, Wayne, Wayne. Il va s'occuper de nous. Wayne, un homme bien. Il n'est jamais venu, Wayne. Personne n'est jamais venu. La ville s'occupe plus des gens comme nous. La psychologue a arrêté mon traitement et... fermeture du service qu'elle a dit. Plus de sous. Alors que Wayne, il parade en sauveur. Il n'y a plus rien à sauver ici. La société lâche les gens comme nous. Personne n'a jamais fait attention à moi. C'est seulement à partir du moment où j'ai tué ces 3 hommes que vous êtes intéressés à moi. Et je ne suis pas seul. Oh non, je ne suis pas seul. Regardez les manifestations dehors. Les gens me comprennent maintenant. Ils ont compris que la seule chose qu'on leur offre, c'est la misère, la méchanceté, la condescendance. Les gens sont horribles. Vous décidez ce qui est drôle, ce qui l'est pas. Plus personne ne s'écoute. Si ça avait été moi dans cette rue, dans ce métro, les gens seraient passés au-dessus de moi. Vous n'aurez même pas regardé. Et Murray m'a piégé. Et il a ri de moi devant tout le monde. Tous les gens qui sont méchants, ce qu'ils méritent. Monsieur Fleck, vous pouvez retourner vous asseoir. Nous allons maintenant entendre le témoignage de l'inspectrice de police judiciaire, Madame Zavata. Vous avez la parole. Bonjour Madame la Présidente, ses assesseurs. Je me présente, Madame Zavata, inspectrice de police. Notre équipe a été appelée aux environs de 2h du matin pour la mort de Murray, l'animateur de télévision. Lorsque mes collègues ont tenté d'amener Monsieur Fleck au poste de police, une manifestation a malheureusement fait rage au centre-ville. Un accident s'est produit. Mes 2 hommes procédant au transfert ont été grièvement blessés. Monsieur Fleck a donc réussi à s'enfuir. Pendant cela, une autre partie de mon équipe s'est rendue sur les lieux de crime du Murray. En se rendant au domicile de Monsieur Fleck, nous avons découvert le corps de Randall, allongé au sol, tué à coups de ciseaux de coiffure. La mort semblait remonter à 8 heures. Lors de ce crime, la présence de son collègue Gary a été prouvée. Il a donc été interrogé, niant les faits dans un premier temps. Nous avons pu interroger la voisine de palier de Monsieur Fleck, Sophie. Elle avait entendu que quelque chose se passait et nous a confié que Monsieur Fleck agissait de manière étrange et instable. La police scientifique nous a fait parvenir son rapport. Les empreintes trouvées sur les ciseaux qui ont tué Randall et sur le pistolet qui a tué Murray étaient celles de Monsieur Fleck. De plus, la chambre d'hôpital de Penny Fleck était recouverte de ces empreintes. Sachant qu'il a été démontré qu'elle était décédée par étouffement et non de son AVC à l'hôpital, le lien a donc été établi. Elle était sage, maman. Concernant le triple meurtre des hommes, dans le métro, grâce à la caméra de surveillance, il a été démontré que Monsieur Fleck était sur les lieux et seul à cette heure tardive. Mes collègues, Garrity et Burke, chargés de cette enquête, étaient sur sa trace. Le lendemain de la mort de Murray, Monsieur Fleck a été retrouvé et Monsieur Rigolon a été nommé juge d'instruction. À défaut d'avoir pu être placé en détention provisoire, Monsieur Fleck a été placé à l'asile de Gotham.
La procédure d'instruction a été conclue le 26 mai 2019. Merci Madame la Présidente, assesseur. Nous allons désormais procéder à la lecture de l'enquête de la personnalité de M. Fleck, dénommé le Joker. L'enquêteur a procédé à l'interrogation de M. Fleck et des personnes qu'il a pu côtoyer. S'agissant de l'état civil, M. Fleck est né le 29 septembre 1988 à Gotham. Il a été adopté par Penny Fleck. Ses parents biologiques lui sont donc inconnus et n'a aucune fratrie. Sa mère adoptive, Penny Fleck, a été internée à de nombreuses reprises. Elle souffre de troubles psychotiques et d'un trouble de la personnalité. Elle est reconnue avoir mis en danger son enfant, l'avoir attaché à un radiateur. Il souffrait de malnutrition, d'un traumatisme crânien et de violence. Monsieur Fleck souffre d'un handicap qui provoque des fous rires non liés à l'état d'esprit, mais dû à une lésion cérébrale ou d'un trouble neurologique. Il a déjà été interné et suit un traitement psychologique et médicamenteux. Il a été suivi par une psychologue, mais ce suivi médical et ces traitements ont cessé suite à la fermeture du cabinet de cette dernière. Arthur Fleck était clown professionnel pour ses campagnes publicitaires. Suite à un vol d'une des pancartes publicitaires, Arthur fut renvoyé pour ses allégations. Il a toujours rêvé d'être humoriste. Sa mère lui disait de lui notamment qu'il a été mis sur terre pour répandre le rire et la joie dans ce monde froid et cruel. Arthur répand davantage la moquerie que le rire autour de lui. Il a toujours été moqué de son handicap. Ses rires incontrôlables lui font perdre sa crédibilité. Il souffre donc d'un malaise, du rejet de la société. Il affirme notamment « Est-ce que ma mort aura plus de sens que ma vie ?» Son changement de personnage, celui du Joker, l'aide à devenir une autre personne, à s'émanciper. L'expertise a démontré qu'il souffrait de schizophrénie, provoquant notamment des rires sans interlocuteur, des troubles d'émotion ou des conduites irrationnelles. Il pensait notamment vivre une relation amoureuse avec sa voisine Sophie. Cela constitue un trouble de la pensée, symptôme de la maladie. La cause de cette maladie psychiatrique semble provenir de facteurs environnementaux et psychosociaux subis au long de sa vie, commençant par la maltraitance de sa mère et se prolongeant par la moquerie d'individus extérieurs, son retrait social. Nous allons passer au témoignage des témoins du ministère public. J'appelle M. Garrity à la barre. Il a été en charge de l'enquête de la mort des 3 hommes du métro et a été grièvement blessé lors d'une altercation avec des manifestants pour la cause du Joker. Y a-t-il des éléments qui permettent de démontrer que l'accusé avait l'objectif de tuer les 3 hommes du métro alors qu'il aurait pu finalement protéger la femme autrement ? Comme les faits l'indiquent, les 3 hommes ont été tués dans le métro, dont un à l'extérieur de la rame. Le motif invoqué est celui de la protection de cette jeune femme, mais personnellement, si je dois protéger une jeune femme, je vais faire semblant de la connaître, l'accompagner à l'arrêt du métro, mais je ne vais pas tuer de sang-froid 3 hommes. Non, ce que je pense, c'est que ces 3 hommes ont eu le malheur d'avoir réussi leur vie, d'avoir provoqué cette jalousie chez Monsieur Fleck. Car oui, c'est bien la jalousie qui l'a motivé. L'envie de tuer et non l'envie de protéger cette jeune fille. Jeune fille d'ailleurs qui n'a jamais porté plainte. Et pour quelle raison l'accusé a-t-il pris la fuite lorsque vous êtes venu l'interroger ? Il n'était pas en garde à vue ? En effet, il n'était pas en garde à vue. Déjà, quand on est allé voir à l'hôpital pour lui poser des questions, il fuyait les questions. Il nous fuyait du regard et il essayait d'esquiver. Il allait retourner voir sa mère. Alors, quand il nous a vus en haut de cet escalier, il savait qu'on allait l'arrêter. Vous voyez le profil du tueur ? Un clown, un homme désespéré, tuant des hommes riches. C'est Monsieur Fleck. Monsieur Fleck tout craché. Et si cela ne vous suffit pas à vous convaincre, pensez à cette piètre prestation sur le plateau de Murray Franklin. Il avoue purement, simplement les crimes.
Et puis s'ensuit le malheureux assassinat de Murray Franklin devant des milliers de téléspectateurs. Un coup de trop pour le clown tueur de Gotham. Je vous remercie, inspecteur Garrity. J'appelle le second témoin du ministère public, Gary. Il était présent lors de la mort de son collègue Randall. Il a toujours été un bon compagnon du Joker et le comprend au vu de son handicap à lui aussi. Gary, quel rapport entretenait Randall et Arthur? Y avait-il des jalousies ou des conflits entre Randall et l'accusé? J'ai l'impression que les gens ont souvent peur de Arthur. Ils se méfient de lui. Randall n'a jamais fait ou dit quoi que ce soit de méchant envers lui. Il a peut-être fait quelques remarques, mais pas vraiment de réelles paroles blessantes. Mais il s'est quand même passé quelque chose entre eux. Randall lui aurait prêté un revolver suite à son agression. Et Arthur l'a emmené à l'hôpital pour son spectacle pour les enfants. Et il a fait tomber le revolver devant les enfants et selon lui, ça faisait partie du spectacle. Et à la suite de ça, Randall a été dire au patron que Arthur a voulu lui acheter un P38, raison pour laquelle il s'est fait virer. Merci Gary. Aviez-vous des craintes pour vous, ou même pour un tiers, que l'accusé vous fasse du mal, voire même tente de vous assassiner, même essaye de vous assassiner? Arthur a toujours été très gentil, mais il y a des choses des images que j'arrive pas à m'enlever de la tête. Je pense pas qu'Arthur soit méchant, sinon il aurait pu me... Je pense qu'il est fou, mais qu'il faut l'aider. Est-ce que j'ai eu peur qu'il me fasse du mal? Oui, j'ai eu très peur même. Merci Gary. Bonjour Gary, vous m'autorisez à vous appeler Gary? Oui. Je vais vous demander de vous situer avant les faits qui sont reprochés à Arthur Fleck, avant les faits reprochés et avant aussi l'arrêt de ses traitements et de ses médicaments. Est-ce que, avant ces faits-là, vous avez déjà assisté à des accès de violence de la part de celui-ci? Vous savez, quand on est un nain, il est difficile de se faire respecter ou d'être vu comme les autres. On fait face à beaucoup de moqueries, c'est un réel handicap. Arthur, lui, il s'est jamais moqué de moi. Je pense qu'il me comprend parce qu'il se sent lui aussi rejeté et différent. Le seul moment où j'ai vu Arthur s'énerver, c'est lorsque le patron l'a convoqué dans son bureau pour qu'il rende la pancarte qu'on lui avait prêtée pour faire la pub d'un magasin. Mais Arthur pouvait pas lui rendre, puisqu'il ne l'avait plus. Honnêtement, vu l'injustice qu'il a subie à ce moment-là, je pense que n'importe qui se serait énervé. Justement, sur cette pancarte, et vous parlez d'injustice, est-ce que vous pouvez développer, est-ce que vous pouvez confirmer que Arthur Fleck a été victime d'une agression par plusieurs jeunes dans la rue par rapport à cette pancarte? Oui, je confirme. On se fait agresser pratiquement tous les jours. Vous croyez quoi, que Arthur a fait exprès de casser la pancarte? Non, bien sûr que non. Le pauvre, il était couvert de bleu. Merci, monsieur Gary. À présent, nous allons procéder au témoignage des témoins de l'avocat de la défense. J'appelle à la barre l'ancienne psychiatre de monsieur Fleck, Debra Kane. Bonjour madame. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le trouble du rire en tant que professionnel et est-ce que monsieur Fleck possède d'autres troubles? Il arrive que des personnes aient un fou rire dans les moments de stress. Ces rires défensifs ne sont pas forcément liés à la folie. Mais dans le cas de M. Fleck, il pourrait s'agir de rires immotivés, relevant d'une dissociation idéo-affective. Ces rires sont les témoins d'une discordance psychique, qui relève d'une pathologie. Sans dire que M. Fleck le soit, cela arrive chez les patients atteints de schizophrénie qui délirent. D'autre part, je ne constate pas que
Monsieur Fleck possède d'autres troubles que ceux déjà mentionnés. Il les a hérités de son passé, de la maltraitance de sa mère, de sa vie de misère. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu un seul de mes patients atteint de troubles sévères n'ayant jamais vécu de traumatisme dans leur vie. Merci de cette réponse détaillée. Selon vous, l'état mental de M. Fleck, ici présent, peut-il le déconnecter de la réalité et a-t-il des conséquences sur ses fréquentations? Selon moi, Monsieur Fleck peut être maladroit dans ses relations. Cela affecte plus la façon de se comporter avec les autres que ses relations en elles-mêmes. À vrai dire, je ne connais pas vraiment les fréquentations de Monsieur Fleck, mais j'ai plus l'impression que c'est un homme qui se sent désespérément seul, à force d'être incompris. Ça lui est arrivé de s'imaginer des relations sociales. Cette imagination est sûrement née du fait qu'il n'ait jamais pu construire de base familiale stable ou de relations ou de réelles amitiés. J'aimerais finir par dire que Monsieur Fleck me faisait part de son obsession pour devenir comédien. Lors de nos séances, il me montrait ce qu'il écrivait dans son carnet et le fait de ne pas atteindre ce but. Vous ne m'avez jamais écouté. Le meurtrit davantage. Merci pour votre témoignage. J'appelle désormais Madame Sherman à la barre. Bonjour Madame Sherman. Est-ce que on peut dire que le comportement et l'intervention de Monsieur Arthur Fleck dans ce métro ont évité un drame pour vous ce soir-là? Pour commencer, j'aimerais dire que je me sens plus du tout en sécurité. Nulle part. Je ne peux plus prendre le métro sans avoir la boule au ventre ou la nausée. Même marcher seule dans la rue, c'est trop. C'est trop. J'ai peur. Quand je me retrouve seule avec un homme dans une pièce, ou quand un homme passe à côté de moi, j'ai peur. J'ai peur qu'il m'agresse comme l'ont fait les 3 hommes du métro. J'ai peur qu'il n'y ait plus de Monsieur Fleck pour me défendre et pour empêcher l'agresseur d'aller encore plus loin. Ces 3 hommes, ils étaient ivres. L'un d'eux m'a proposé une frite. J'ai refusé, angoissée car ils étaient 3. C'étaient des hommes et ivres. Puis celui qui m'a proposé la frite me l'a lancée au visage. Et ils ont tous rigolé. Je me suis sentie si misérable, pire qu'une bête de foire. Mais je pouvais rien dire. J'étais seule et une femme seule. Mais Monsieur Fleck était là. Il m'a sauvée. Faut pas se fier aux apparences. Ces 3 hommes étaient bien habillés, costard, cravate, fortunés, mais de la pire espèce. Si répugnant. Quand Monsieur Fleck s'est mis à rire, j'en ai profité pour quitter la rame. Je m'en veux tellement de l'avoir laissé seule. Mais est-ce que son comportement empêchait un drame? Oui, oui. Il a empêché qu'une femme soit victime d'une nouvelle agression de rue. Et ça, oui, j'en suis certaine. Merci Madame, pas d'autres questions. Quelqu'un souhaite-t-il faire état d'autres déclarations? Les débats sont clos. Nous allons désormais donner la parole au ministère public. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs du jury, ce procès est hors norme. Hors norme pour 2 raisons. Hors norme pour la gravité des faits reprochés, et hors norme par rapport à la personnalité complexe de l'accusé, Monsieur Fleck. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur Fleck, non, non, nous ne tomberons pas dans le piège. Nous ne vous appellerons pas. Un pseudonyme qui fait beaucoup parler de vous. Vous faites beaucoup parler de vous.
Mais vous êtes jugé ici en votre nom, monsieur Fleck, et nous y veillerons. Le ministère public y veillera. La Cour est ici pour juger un homme, Arthur Fleck, et non une icône, et non un symbole. Votre déguisement ne nous impressionne pas, monsieur Fleck. Vous êtes à la place des accusés, à la place de ceux qui doivent rendre des comptes à la société. La Cour est réunie pour juger des faits tellement graves que ce n'est plus le moment de se recroqueviller. Ce n'est plus le moment de faire celui qui ne sait pas ou de prendre une autre apparence. Oui, monsieur Fleck, nous allons le démontrer, vous êtes responsable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. Votre comportement depuis le début du procès nous laisse sans voix et ne nous fait aucun doute sur vos intentions criminelles. Oui, madame la présidente, oui, mesdames et messieurs les assesseurs, mesdames et messieurs du jury, la société vous demande de condamner monsieur Fleck pour l'ensemble des faits reprochés. Parce qu'en plus, dans ce paysage criminel, vous n'avez pas seulement commis des actes, vous les avez encouragés, emmenant avec vous une horde de citoyens, tous plus déjantés et révoltés les uns que les autres. Je les entends dehors. La publicité de vos crimes est tout simplement nauséabonde, monsieur Fleck. Pourtant, vous n'avez pas hésité à haranguer la foule, à l'encourager à désobéir. Monsieur Fleck, vous avez confondu la rue avec ce que vous auriez tant aimé faire, une scène de stand-up. Mais vous avez réussi un pari, monsieur Fleck. Vous êtes devenu célèbre. Alors, non pas par votre talent, mais par votre crime, par vos crimes. Le symbole que vous laisserez à la postérité n'est pas celui de l'homme de l'insurrection, le révolutionnaire, mais plutôt le criminel égoïste et opportuniste. Pour vous, il n'y a plus de société, c'est le règne du chacun pour soi. Mais votre spectacle criminel ne nous a pas intimidés, nous, ministère public. Il est évident qu'en marge de vos activités criminelles, vous devrez rendre des comptes concernant l'infraction d'incitation à la violence et à la haine qui vous est également reprochée. Et avant de rentrer dans ces faits criminels, j'ai une pensée toute particulière dans ces réquisitions pour toutes les victimes, directes et indirectes, de ces crimes. Combien de veuves, d'orphelins, de proches avez-vous plongé dans une tristesse immense? Mais vous avez de la chance, monsieur Fleck. Ces victimes qui, pour partie, sont présentes ici, victimes indirectes, ne se vengeront pas de vous. Elles attendent depuis trop longtemps votre condamnation pour se faire justice elles-mêmes. Alors venons-en aux faits. Le premier fait qui vous est reproché, et non des moindres, est le meurtre de 3 personnes dans le métro. 3 traders, ivres, chantant dans un métro quasiment vide. Une scène finalement banale de la vie de tous les jours, des hommes d'affaires contents d'avoir terminé la journée, rejoignant gaiement leur famille. Parce que votre rire est plus fort que vous, maladif, comme l'a rapporté l'expert psychiatre, en tout cas, on peut se poser la question. Vous attirez l'attention. Vous êtes aussi déguisé en clown. Chauffés à blanc, des traders, avinés, se rapprochent pour discuter. Mais ils comprennent tout de suite que votre intention et vos regards, que vous ne souhaitez pas en rester là. L'alcool aidant, l'un d'entre eux, plus farouche, vous provoque. Tente de vous voler même votre sac, et la tension monte d'un cran. On vous assène un premier coup, et vous déclenchez une bagarre dans la rame. Votre réponse est sans appel, vous vous défendez, il y a des échanges de coups, et puis vous tombez par terre. Maintenant que vous êtes à terre, vous sortez une arme, et vous visez directement aussi. Vous tirez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, dans le but de tuer. Vous tuez les deux premières personnes dans le métro, le 3e meurt de plusieurs balles dans le dos, sur la rame du métro, alors que le métro est à l'arrêt. Alors la défense nous expliquera que votre intention était simplement d'aider une femme, finalement, agressée par 3 inconnus. Femme qui est présente et qui a témoigné. Mais la réalité en est tout autre. Cette femme qui n'a pas porté plainte, cette femme qui n'est pas victime de ce procès. Vous ne vouliez absolument pas aider cette femme. Vous ne vouliez pas être le défenseur héroïque d'une femme agressée dans le métro, M. Fleck. On vous présentera comme un homme qui a tenu tête à une bourgeoisie misogyne enivrée, mais cela ne tient pas debout. Les éléments démontrent que c'est votre fou rire et votre attitude qui a alerté les 3 hommes de votre présence et les a poussés à venir vous voir. Si ces victimes ont tenté de vous violenter, la légitime défense doit nécessairement être écartée, M. Fleck, puisque l'usage de l'arme,
illégale d'ailleurs cette arme, en votre possession, ne remplit absolument pas le critère de proportionnalité requis par le texte pénal. Mais monsieur Fleck, mesdames et messieurs du jury, qu'a fait l'accusé une fois les coups de feu tirés? Aucun remords, rien. La fuite a été pour vous comme une évidence. Alors que vous saviez que vous veniez commettre un acte criminel, que vous veniez d'ôter la vie. Comment alors justifier de circonstances atténuantes, alors que vous auriez pu épargner la vie de 3 personnes? Le tribunal, la cour, remarquera que l'accusé n'est pas revenu sur ses pas, n'a même pas tenté d'appeler les secours, n'a même pas essayé de porter secours aux victimes. Rien. Pour vous, finalement, ce crime est normal, c'est une banalité, c'est un mode de fonctionnement. Mais en réalité, en sortant délibérément votre arme, votre volonté était bien de tuer, notamment les 2 personnes qui tentaient de fuir. Pour ces 2 dernières personnes, les laisser partir aurait permis de leur épargner la vie. La jurisprudence de votre cour est claire. Les faits relatés ci-dessus caractérisent un homicide volontaire au sens de l'article 221-1 du Code pénal. Mais cette infraction n'égale en rien la seconde infraction, le second fait criminel qui est reproché à M. Fleck. Il paraîtrait que la vengeance est un plat qui se mange froid. N'est-ce pas, monsieur Fleck? Tellement froid que le sang de son auteur l'est aussi, tellement froid que l'atmosphère en est glaçante. Aussi glaçante que le rire sans vie de l'accusé quelques secondes avant d'assassiner celui qui, par sa faute, ne peut aujourd'hui plus respirer. Vous avez assez ri, monsieur Fleck. Le rideau rouge de votre scène de théâtre ensanglantée est tombé. Les applaudissements de vos militants sont terminés. Je m'en vais alors défendre les intérêts de la société au terme de l'article 221-3 du Code pénal caractérisant l'assassinat. Reprenons les faits. Nous sommes quelques heures avant le tournage en direct de l'émission de Monsieur Meuret. Nous sommes quelques heures avant que l'accusé n'assassine encore. Il est assis devant son miroir un peu sale. Il se maquille comme une jeune fille avant d'aller au bal, mais le rouge sur ses joues, il le mettra plus tard. On sonne à la porte. C'est muni d'une paire de ciseaux que Monsieur Fleck s'en va ouvrir, accueillir Randall et Gary. Une paire de ciseaux, membre de la cour. Pas des clés pour ouvrir sa porte ou bien un tissu pour couvrir son torse, non. Non, rien de tout cela. Monsieur Fleck est torse nu, le visage peint en blanc et une paire de ciseaux dont il s'est saisi récemment dans la poche arrière de son jean. Il sourit faussement. Randall lui tend un présent afin de lui exprimer ses sentiments s'agissant du décès de sa maman. Et pourtant, membre de la cour, pourtant, à la place de s'en saisir, Arthur plonge la main dans la poche arrière de son jean contenant l'arme du crime. Il l'enfonce dans le cou de sa victime, puis dans son œil droit. Il prend sa tête pour la cogner une dizaine de fois, avec acharnement, contre le mur bientôt rouge de son appartement. Vous conviendrez alors, Madame la Présidente, que cette paire de ciseaux constitue l'élément intentionnel de l'infraction. Si l'accusé n'est pas humoriste, il n'est pas non plus barbier. La paire de ciseaux n'avait visiblement pas vocation à coiffer ses invités. Alors, j'entends déjà les chuchotements des avocats de la défense parler entre eux et constater avec une grande jouissance que j'ai omis la démonstration de la préméditation. Mes chers amis, le ministère public ne vous fera pas cette joie. Je vous propose donc de nous replonger dans les relations qu'entretenaient Randall et Arthur. Comme nous l'a rappelé Gary lors de son témoignage, Monsieur Fleck en voulait profondément à Randall de l'avoir trahi auprès de son employeur avec l'épisode du revolver dans l'hôpital pour enfants. Et je le comprends.
La société comprend que la trahison de celui que l'on pensait être un ami provoque colère et mélancolie. Mais lorsque cette colère se transforme en dessein de vengeance et que cette vengeance se transforme en désir de meurtre, alors ce désir se transforme en préméditation. Monsieur Fleck savait, depuis le jour où son ami l'avait trahi, qu'il se vengerait. Alors certes, il ne savait pas quand, mais dès l'instant où il a ouvert la porte de son appartement en y voyant celui qui avait alors été médisant, l'accusé y a vu une opportunité, celle d'enfin pouvoir se libérer de son désir intense de vengeance. Mais en se libérant, il prend le risque de ne plus être libre. Il prend le risque d'être aujourd'hui condamné à vivre, non plus derrière les barreaux de son passé, mais bien derrière les portes d'un pénitencier. Ce jour-là, à côté, Gary a vu la scène. Il s'est fait tout petit. Finalement, Monsieur Fleck le laisse sortir en l'embrassant sur le front. Un baiser qui signifie sûrement pour la défense qu'entre handicapés, on se soutient, qu'entre rejetés, on se tient la main. Mais Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les assesseurs et les membres du jury, Monsieur Fleck, en assassinant Monsieur Murray ou Brantal ou bien sa propre mère, a toujours la même histoire. Il reste toujours cette victime de la vie qui n'a pas eu la chance de grandir dans une famille stable. Il reste toujours celui à qui l'on a volé cette pancarte et que l'on n'a jamais cru. Oui, Monsieur Fleck, vous n'avez pas eu une vie facile. L'accusé a certes vécu des traumatismes, mais en notant ses vies, il s'ajoute un tourment. Celui d'être aujourd'hui devant vous pour son jugement. Jugement que nous allons d'ailleurs poursuivre en nous penchant à présent sur l'assassinat de Monsieur Murray la même journée. En effet, Monsieur Fleck est insatiable. Comme un nymphomane du meurtre, il recherche toujours à jouir un peu plus des plaisirs que lui procurent ses martyrs. Alors, ce jour-ci, après avoir terminé de se maquiller dans la loge lui étant dédiée, Monsieur Fleck demande à Monsieur Murray à ce qu'on appelle le Joker. Pseudonyme qui, rappelez-vous, a permis de nombreuses fois à l'accusé de se cacher. Oui, Monsieur Fleck, vous vous cachiez derrière votre passé, votre statut d'handicapé ou vos difficultés à relationner en société. Et pourtant, ce soir-là, vous vous sentiez invincible. Vous n'aviez peur de rien, alors vous avez laissé votre charmante paire de ciseaux ensanglantés sur l'étagère de votre maisonnée pour finalement la remplacer par un revolver très bien chargé. Alors n'est-il pas évident, membre de la cour, que l'accusé avait bien prévu son coup de sang? Et en réalité, il l'avait prévu depuis le jour où la secrétaire de Monsieur Murray l'avait invité à participer à l'émission. C'est en effet depuis cette proposition qu'est née la préméditation. Et si Monsieur Fleck a préparé minutieusement chacune de ses phrases, son déguisement, ou bien encore les révélations qu'il allait faire lors de l'émission, il avait surtout préparé son revolver et la matière qu'il allait exécuter. Ce soir-là, on vous entend dire à la télévision que plus personne n'essaie de se mettre dans la peau des autres. Mais vous, Monsieur Fleck, vous mettez-vous dans la peau des victimes que vous assassinez? Pensez-vous à leur peur ou aux personnes qui seront endeuillées? Après les 2 coups que vous avez portés en plein visage de Monsieur Murray, vous étiez là, à moitié avachis, les jambes écartées, comme ces personnes que vous semblez pourtant tant détester, ces hommes blancs et riches qui ne vous ont pas respecté. C'est pourquoi vous êtes ici, Monsieur Fleck, pour répondre de cet acte commis de sang-froid, sans émoi. Dès lors, le ministère public est ravi de pouvoir reprendre à nouveau vos mots. On obtient ce qu'on mérite. Je vous épargnerai le sale ordure qui les accompagnait, laissant gracieusement à la défense tout le loisir des enjeux. Mais l'épopée criminelle de Monsieur Fleck ne s'arrête pas là. Allô, maman, Bobo. En effet, après l'ami et le présentateur, c'est maintenant
à votre mère de subir votre folie meurtrière. Cette mère qui ne vous a pas porté, celle aussi qui vous a attaché, car oui, je reconnais ces traumatismes, cette enfance accrochée au pied d'un radiateur, le ventre toujours vide. Vous avez été un enfant rempli de bleu, rempli de peu d'amour d'abord, mais aussi de peu d'armure pour la vie à venir, et de beaucoup de cassures vous volant ainsi vos sourires. Vous êtes un enfant violenté, devenu un adulte meurtrier. Votre mère est malade. Alors, en enfant modèle, vous lui rendez visite plusieurs fois. La première fois, pour repérer les lieux, car à défaut d'être un humoriste performant, vous êtes un meurtrier prévenant. Alors vous cherchez à ne pas laisser la moindre trace, ce qui me permet de dire sans trop d'audace que votre acte était prémédité. Lors de votre deuxième visite, vous récitez à votre mère les paroles d'une célèbre chanson populaire. « Si maman, si tu voyais ma vie ». Alors, vous pleurez comme vous riez, monsieur Fleck. C'est donc à votre manière que vous accomplissez ce que votre mère n'a jamais su faire. Vous l'aidez à plonger dans les bras de Morphée. Mais entre Morphée et le Joker, il n'existe qu'une fine frontière. Alors un coussin en main, vous la privez de nouveaux lendemains. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les assesseurs et membres du jury, l'accusé ne peut bénéficier d'une irresponsabilité. L'expertise psychologique l'a démontré, monsieur Fleck n'est pas fou. Il est seulement un homme qui a manqué d'amour, de tendresse et de stabilité. Mais nous sommes un peu tous des Arthur Fleck. Chacun d'entre nous a ses blessures et ses fractures. À notre échelle, nous avons tous été attachés au pied d'un radiateur. Nous avons tous souffert de quelques harceleurs. Mais, monsieur Fleck, vous savez, bien que l'on ne choisisse pas notre passé, nous sommes les seuls à pouvoir conjuguer le présent et nos futurs instants. Vous n'avez de cesse de répéter que la société vous a rejeté. Mais aujourd'hui, elle vous tend la main. Le ministère public vous tend la main. Nous vous tendons la main en cherchant à vous protéger de votre dangerosité et à vous écarter de ceux que vous pourriez massacrer. C'est pour toutes ces raisons que le ministère public requiert la condamnation d'Arthur Fleck à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans. Il requiert également la condamnation d'Arthur Fleck au paiement des entiers dommages et intérêts demandés par les familles des victimes reconnues parties civiles. Monsieur Fleck, la liberté a un prix, et elle ne s'achète pas aux dépens de 6 vies. Merci à vous le ministère public. Messieurs les avocats de la défense, la Cour vous écoute. Ma mission est de répandre le rire et la joie. Voilà, Madame le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, Madame, Messieurs les jurés, la feuille de route d'Arthur Fleck. Voilà la feuille de route de celui qui est clown professionnel, et ça, vous en conviendrez, on ne le voit pas tous les jours. Voilà la feuille de route de celui qui se rendait dans les hôpitaux pour essayer de faire rire les enfants malades. Moi, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que lorsqu'on donne une arme à celui-ci, c'est qu'on ne le craint pas vraiment. Surtout lorsqu'on lui dit « Prends ça, il faut se protéger ». Moi, j'ai envie de croire que lorsque le ministère public vous parle de ce qui s'est passé dans ce métro, il occulte une partie des faits. Et ça, c'est regrettable. Parce que, en tant que représentant de la société, il va falloir à un moment dans ce procès, hors norme, disent-ils, que la société assume aussi sa part de responsabilité. Dans ce métro, le professeur Garetti vous dit Arthur Fleck, finalement, il aurait pu ramener cette femme à la porte de la rame,
la raccompagner chez elle et on ne serait pas là. Quelle force de conviction faut-il pour nier le témoignage de celle qui est venue vous dire à cette barre « J'étais pétrifié de peur ». À celle qui vous dit qu'aujourd'hui, finalement, elle n'a pas encore réussi à surmonter ses peurs. Arthur Fleck, qui est dans cette rame, ressent lui aussi la même chose. Mais au-delà de la protection de cette femme, l'idée de la défense, lorsqu'elle parle de légitime défense, c'est de dire que lui aussi était au sol, c'est de dire que lui aussi était roué de coups, et c'est de dire que lui a eu peur pour sa vie. Oui, il a voulu protéger cette femme, mais en réalité, la vraie légitime défense que la défense vous plaide, c'est qu'au moment où il est au sol, seul, face à 3 personnes, peu importe qui sont ces hommes, lorsqu'il est frappé au sol, il a peur pour sa vie et il réagit comme il peut, avec l'arme qu'il a, sans préméditation, parce que cette arme, c'est même pas lui qui va l'acheter. On n'a pas un parcours criminel dans le temps. On a quelqu'un acculé au sol parce qu'il a rigolé, qui essaye de protéger sa vie. Voilà, en réalité, ce qui se passe dans ce métro. On vous a parlé de jalousie, on vous a parlé de beaucoup de choses, mais en réalité, vous aviez un homme qui était totalement traumatisé et qui vous a dit après, j'ai tué ces gens parce qu'ils étaient ignobles, parce qu'ils lui ont inspiré la peur, comme il l'inspire tous les jours en dehors de ses portes. Ce que vous emporterez encore avec vous dans votre délibéré, c'est la genèse de celui-ci, la maison de l'horreur. C'est pas la défense qui le dit, c'est l'enquête qui le dit. Cette idée que sa mère l'avait attaché à ce radiateur, cette idée que sa mère l'avait laissé frapper par ses amis, cette idée que celui-ci a été trahi par celle qui lui a toujours menti, certainement pas volontairement parce qu'elle n'en avait pas les capacités, mais lui, en tant qu'enfant, quelle construction est-ce qu'il a eu? Quelle construction personnelle pour celui-ci? Celui qui vous dit « Je suis l'homme de la maison depuis aussi longtemps que je m'en souvienne ». Celui qui a aidé sa mère, c'est avec tout ça que vous partirez délibérer. Celui qui avait trouvé un père, qui avait trouvé en tout cas l'idée d'un père, l'idéal d'un père, Meuret. Dans ses fantasmes les plus fous, il s'imagine sur scène avec lui, recevant l'amour de celui qui aurait pu être son père d'après les dires de sa mère. Et encore une fois, il est trahi. Ça n'excuse pas tout, évidemment. Mais vous partirez délibéré avec ça. Parce que Arthur Fleck, ce n'est certainement pas le monstre que l'on veut vous décrire. Vous avez ce père d'adoption qui montre un numéro de lui pour rire de lui. Quel sentiment lorsque l'on a les difficultés qui sont les siennes? Quel sentiment est-ce que l'on peut ressentir? On vous dit aujourd'hui, là encore, c'est prémédité. Parce qu'il vient avec une arme, mais cette arme, pourquoi est-ce qu'il vient avec? Parce que, à ce moment-là, il est dans un désespoir si important qu'il pense au suicide. Et il répète dans la loge une scène de suicide. Et finalement, parce que Meuret le pousse dans ses retranchements, parce que Meuret le questionne sur scène, l'invite à s'expliquer sur ce qui se passe dans la société, parce que ce serait de sa faute. Là, encore une fois, avec sa construction, avec les codes qui sont les siens, avec ce qu'il ne peut pas faire, il réagit comme il peut. Et il réagit avec ce geste qui aujourd'hui est discuté devant vous. Mais on n'est certainement pas dans un esprit machiavélique parce qu'il n'en a pas la capacité de réfléchir à tout ça, de se dire je vais prendre cette arme que l'on m'a offerte pour venir le tuer. Ce n'est pas ça. Le ciseau, c'est pas ça non plus. On sonne à sa porte, il sait même pas qui est là. Il est seul chez lui, avec une société qui va mal, et il prend cette arme au cas où. Parce que, quelque temps avant, dans le métro, il était à terre, roué de coups au sol. Alors lorsqu'on sonne chez lui qu'il ne sait pas qui c'est, il met un ciseau dans sa poche. Là encore, vous écarterez dans votre délibéré toute idée de préméditation. Vous avez effectivement cette ferveur populaire. Ces gens qui portent des masques, qui se reconnaissent en lui. Alors, la défense le dit tout de suite. Vous allez exclure ces idées-là dans votre délibéré. Vous n'allez pas écouter la pression populaire qui voudrait franchir les portes de ce tribunal. Vous allez juger en faisant abstraction de ça. Mais à un moment, ce procès hors norme, ce ne sont pas les mots de la défense. Il va falloir qu'il interroge la responsabilité collective. Il va falloir que ce procès vienne questionner
la place de la santé mentale dans la société. Il va falloir que ce procès permette de juger les hommes tels qu'ils sont. Aujourd'hui, vous jugez un oublié. Vous jugez quelqu'un qui a toujours été un oublié. Une personne qui a été oubliée volontairement, consciemment, parce que c'est plus simple pour nous de faire comme s'il n'existait pas. Il le dit, ce sont là encore une fois ces mots. Le pire lorsque l'on a une maladie mentale, c'est que les gens voudraient que tu te comportes comme si tu n'avais rien. Et c'est vrai que ce serait tellement plus simple de faire ça. Sauf que ça, notre capacité à fermer les yeux, elle a une part de responsabilité dans les faits qui sont reprochés aujourd'hui. Faire comme si tout allait bien. Et lorsque c'est trop tard, le ramener parmi nous, le ramener parmi les hommes qui l'ont toujours éjecté, pour dire maintenant, revenez parmi nous, répondez des faits qui vous sont reprochés, on va vous juger. Alors qu'on ne vous a jamais aidé. Mais aujourd'hui, répondez de vos actes. Aujourd'hui, vous allez le juger, Madame le Président, Madame, Monsieur, Mesdames, Messieurs les jurés, au nom d'une société qu'il a abandonnée à son sort. Pour cet homme que vous prenez pour un monstre, je vous demande, a-t-il commis ces crimes? Est-il le monstre décrit dans les médias, les journaux, la Gazette de Gotham? Est-il la bête qui a sauvagement assassiné ses traders, ce présentateur vedette, sa propre mère, ce collègue? À cela, oui. Dans l'évidence, dans la vérité, dans le livre sacré, sur les idoles et les déités, je vous réponds oui. Cet homme l'a fait. La vérité, elle ne se cache pas, elle ne se travestit pas, elle ne se déguise pas, comme mon client. Lui, il est celui que vous craignez. Lui, il est celui que le ministère public aime détester. Lui, il est celui qui vous terrifie. Alors, cette terreur est-elle la main habile qui a forgé l'argile de la statue de sa folie? Alors, quand je me demande si de tout ça, je me dis que non, à cela non, il ne l'est pas. Qui est Arthur? Qui est-il? Car c'est son nom, son vrai, ni le Joker, ni le tueur du métro, ni le clown. Retenez ce nom, Arthur. C'est le nom de ce garçon, attaché et battu à un radiateur, à un âge où le rire d'un enfant est le seul bruit qu'on tolère. C'est le nom de ce garçon traumatisé et brutalisé depuis son plus jeune âge, qui pourtant, malgré les sévices de sa mère, s'est occupé d'elle, alors qu'elle était sénile et incapable, qui l'a lavée, toilettée, qui a essuyé quand elle revenait de ses besoins les plus intimes. Alors nous avons écouté le témoignage de l'expert, nous avons écouté cette femme qui serait sûrement morte sans la présence de mon client, nous avons écouté Gary, sûrement son seul ami. Et avez-vous remarqué quelque chose? Avez-vous remarqué qu'Arthur se défend d'un monde qu'il ne comprend pas? Pourquoi m'a-t-il dit? Pourquoi j'ai été tabassé? Pourquoi j'ai été humilié par la seule personne qui comptait pour moi? Pourquoi j'ai été exclu de cette société que je voulais tant faire rire? Alors, c'est en effet humilié, tabassé pour la deuxième fois en quelques jours qu'il commettra cet acte dans le métro. C'est parce qu'il a été trompé et a perdu son emploi par son collègue qu'il répétera le même schéma. C'est après avoir été humilié en direct dans une des émissions les plus regardées de tout Gotham par son père adoptif qu'il perd encore une fois le contrôle. Il voulait se suicider? À quelle détresse et à quelle folie d'esprit doit-on arriver
pour penser à prendre un revolver, le mettre entre ses molaires et appuyer. Alors, la seule raison qu'il m'a donnée à cela, c'est qu'il voulait rendre sa mort plus importante que sa vie. Il voulait qu'elle ait plus de sens. C'est ce qui est marqué dans son journal, c'est les mots qu'il a prononcés. Et c'est le comportement du présentateur qui a déclenché encore une fois ce mécanisme de défense. Non, il n'est pas coupable de sa mort, mais il en a été un des principaux auteurs. Le mince contrôle qu'il possédait sur sa vie et sur son comportement a été évaporé avec les financements du programme d'aide sociale. Les médicaments, au nombre de 7, qui lui donnaient ce contrôle. Les médicaments qu'il prenait sans oubli, dans des doses toujours plus importantes, pour contrôler cette folie qu'il savait lui-même destructeur. Un homme qui se sait dangereux dans l'intérieur de son être, qui fait tout pour le combattre et que la société a abandonné. La ville et son besoin d'économie a sacrifié des vies humaines pour une poignée de billets. Vous voulez un vrai coupable ? Amenez-moi le maire de Gotham ici. Il devrait être à sa place. Si vous adoptez un lion, que vous le mettez en cage, que vous le privez de nourriture et que vous ouvrez la cage et qu'il tue une personne, allez-vous accuser le lion d'être ce qu'il est ? Nos textes pénals prévoient qu'une personne qui ne possède pas son discernement au moment des faits n'est pas coupable. Alors, la notion même de discernement, pour mon client, est une aberration. Cet homme ici présent, a imaginé une histoire d'amour passionnel avec une de ses voisines après une rencontre de 10 secondes dans un ascenseur. Le temps du passer du rez-de-chaussée au premier étage. Cet homme a imaginé des rires dans une salle où on entendait les moqueries mentales de ses spectateurs. Il ne s'agit pas ici de laxisme, de fuite des barreaux. Condamnerez-vous une personne ayant la grippe à de la prison, un toxicomane à la froideur et au ras de sa cellule? Guérit-on le cancer par l'enfermement et l'isolement? Ici, c'est son manque de contrôle qui est dévastateur. Et quand j'entends le ministère public qui se confond en honte, demandant 18 ans de réclusion minimum, qu'est-ce que ces 18 ans vont faire à mon client, à part alimenter sa folie? Cet homme a besoin de soins, de médecins, de psychiatres, de médicaments, d'un travail sur de sa psyché. On lui refuserait tout ça pour la dureté et le froid d'une cellule? Qui pensez-vous aider? La société? Vous ne la représentez pas, vous la desservez. Alors, cette âme brisée par la société, par la ville, par les hommes, une société à qui il voulait apporter le rire et qui a fini par rire de lui, c'est la guérison qui est le chemin le plus ardu. C'est la voie instituant pour lui une réalité et une compréhension de celle-ci qui vous créera une vraie justice. Souhaitez-vous une vraie justice? Souhaitez-vous des remords? Souhaitez-vous de la tristesse? Souhaitez-vous des excuses? Souhaitez-vous qu'il souffre, qu'il paye? Souhaitez-vous la justice? Alors créez-la. Vous allez punir et condamner un homme à des contraintes sans effet. Vous allez aller alimenter sa folie, comme la peur alimente nos cauchemars. Merci, messieurs les avocats de la défense. Monsieur Arthur Fleck, levez-vous. Monsieur Fleck, par les délibérations, la Cour et les membres du jury vont répondre à la question de votre culpabilité pour les assassinats de Penny Fleck, de Randall et de Murray, pour les homicides involontaires des 3 hommes dans le métro et pour l'incitation à la haine et la violence. Ils répondront également à la question de savoir si votre discernement était altéré ou aboli lors de la commission des infractions et enfin, si vous étiez pénalement responsable et conscient des actes au moment des faits. Monsieur Fleck, avez-vous des dernières précisions à apporter à la Cour? Vous voulez leur rendre la justice, mais rien n'est juste dans cette société.
Vous connaissez celle avec du petit garçon? je vais vous la faire. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui naît dans la nature. Personne ne le regarde, ce petit garçon. Personne ne sait qu'il existe. Mais le petit garçon, lui, il... Le petit garçon, lui, sait que les autres existent à côté de lui. Et la nuit, dans le ciel, il voit les lumières de la ville qui se confondent avec celles du ciel. Mais le petit garçon, laissé dans la nature froide, devient un loup-garou. Et l'enfant, qui n'est pas accueilli par le village, reviendra tôt ou tard pour le brûler et se réchauffer avec. La cour va se retirer pour délibérer avec les membres du jury. L'audience est suspendue. L'évolution technologique nous permet d'initier de nouvelles méthodes de jugement. Là où le formalisme juridique contraint le nombre de jurés, la retransmission nous permet d'avoir un jury composé de vous tous. C'est maintenant à vous de sceller le destin du Joker. Son discernement était-il aboli ou avait-il conscience de ses actes? À vous d'en décider. Pour participer aux délibérations et répondre à cette question, nous vous invitons à répondre dans le sondage prévu à cet effet. A tout de suite. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Après délibération, à la question de savoir si le discernement de M. Fleck était aboli, la Cour a répondu oui. Sur la question concernant la responsabilité pénale et sa conscience des actes au moment des faits, la Cour a répondu par la négative. En conséquence, la Cour prononce l'acquittement. Mesdames, Messieurs, l'audience est levée. Et c'est ainsi que s'achève cette 3e édition de notre procès fictif. Nous vous remercions d'être fidèles et d'avoir participé à ce projet qui nous tient tant à cœur. L'association S'éveiller a encore de longues années devant elle et nous espérons vous revoir très bientôt. Avant de partir, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, @association S'éveiller sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Nous remercions encore l'Ordre des avocats rennais et nos différents partenaires. Au nom de tous, nous vous souhaitons une excellente soirée et n'oubliez pas, That's life.